Bonjour tout le monde, je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour cette soirée SSR. D'abord en nous excusant parce qu'on a eu un petit problème technique et donc les liens ont tardé à arriver. Maintenant apparemment tout le monde est là. Il était prévu une bonne soixantaine de participants. Donc c'est difficile que chacun puisse intervenir oralement et on vous demande donc de poser vos questions par chat. Et on animera donc la soirée de questions-réponses de cette façon-là. Très rapidement, le programme. On va vous présenter d'abord le concept général de SSR en Belgique et puis vous présenter le rapport qui est vraiment le thème central de cette soirée. Un rapport vraiment, je trouve, de grande qualité, qualitatif, quantitatif, qui a été fait ici l'année passée par l'équipe du département santé et par les opérations. Et puis vous aurez, après les questions-réponses sur cette première partie du rapport, un petit intermède musical, une petite pause. Et la deuxième partie, ce sera de nouveau l'introduction du concept de SSR au niveau international et puis un projet Richard. Il y aura 5 intervenants, à la fois des opérations et de la direction santé. Uriel, Felipe, Louisa, voilà, ils seront 5. Je vais tout de suite passer la parole à Céline pour cette première partie et donc n'hésitez pas à poser vos questions par chat. Elles seront lues attentivement. On essaiera dans la mesure du possible de dire. Voilà, donc je vais commencer par une courte petite définition de qu'est-ce que la santé sexuelle et reproductive et comment nous on l'entend à Médecins du Monde. Donc tout comme la santé de manière générale ne se limite pas à l'absence de maladie, mais suppose qu'une personne puisse mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, sans contrainte, discrimination ou violente. Donc qu'elles sont en capacité d'avoir ou non des enfants, qu'elles puissent accéder à des services de santé appropriés à ses besoins, demande. C'est dans cette approche positive et respectueuse des personnes que s'inscrit la SSR à Médecins du Monde. Alors, 2 principes d'intervention guident les actions de Médecins du Monde en matière de SSR. Il y a la première, c'est la promotion du continuum de soins qui permet à chaque adolescent, adolescente, femme, homme d'avoir accès à l'information, à des services de qualité à chaque étape de leur vie et ainsi être accompagnés dans leurs choix et leurs décisions. Pour cela, il est essentiel non seulement de favoriser l'accès aux services, mais aussi l'accès effectif au droit à la santé. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'intégration de la démarche communautaire et du travail en réseau. Les différents services de SSR doivent non seulement être articulés entre eux, mais aussi avec les services de soins de santé primaires. Pour assurer l'ensemble du continuum de soins, la mise en relation de l'ensemble des acteurs de santé est nécessaire. Ces 2 principes s'inscrivent dans une démarche de promotion de la santé et de réduction des risques. Alors voilà où est-ce qu'on en est au niveau législatif en Belgique sur les principaux sujets de la SSR. Donc la loi sur l'interruption volontaire de grossesse a été modifiée tout récemment, le 15 octobre 2018. Il y a eu très peu de modifications en réalité, donc la loi est sortie du code pénal, mais les sanctions pénales restent maintenues. Et on a vu la suppression de l'état de détresse, ce qui signifie en fait que la femme ne doit plus justifier son choix de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Néanmoins, le délai des 14 semaines d'aménorrhée n'a pas bougé. Le délai de réflexion, dit de réflexion de 6 jours a été maintenu. Et la clause de conscience pour le personnel médical est également maintenue. Alors, il y a pour cette prise en charge, donc pour l'interruption volontaire de grossesse, il y a une prise en charge par l'INAMI et par l'aide médicale urgente. Pour autant, évidemment, que la femme puisse y avoir accès. Et il faut savoir qu'en Belgique, environ 500 femmes se rendent aux Pays-Bas chaque année parce qu'elles ont dépassé le délai légal des 14 semaines d'aménorrhée. Et de nouveau, seules les femmes qui ont la possibilité de se déplacer à l'étranger pourront y avoir accès. Alors, concernant la contraception, il y a également eu des changements assez récemment. Depuis le 1er avril 2020, il y a un remboursement majoré pour toutes les femmes jusqu'à 24 ans inclus. Avant, c'était 21 ans. Et la contraception d'urgence est accessible en pharmacie gratuitement
sans limite d'âge, mais pour autant, de nouveau, que la femme puisse présenter une carte d'identité. Enfin, concernant le suivi de grossesse, la femme peut effectivement choisir de faire suivre sa grossesse par un gynécologue ou une sage-femme. Environ une dizaine de consultations sont prévues quand il s'agit d'une première grossesse et environ 7 pour les grossesses suivantes. Ces consultations sont prises en charge par l'INAMI et l'aide médicale urgente et Kindergezin et l'ONE sont subsidiés pour organiser les consultations prénatales gratuites et la prise en charge d'une partie des examens de prévention et de dépistage pour les femmes qui seraient en situation de précarité. Alors, dans nos projets, que mettons-nous en place dans nos projets en fait pour faciliter l'accès à la SSR? Donc, la possibilité pour une personne de rencontrer un professionnel de santé formé sur les thématiques de la SSR, donc ça peut être une sage-femme, un infirmier, une infirmière, un médecin, et d'avoir ainsi un accès à un espace de parole confidentiel. La possibilité d'être référé vers des structures spécialisées, donc de tout notre réseau, que ce soit les plannings familiaux, l'ONE, Kindergezin, le CPVS, je détaillerai plus loin, le GAMS et toutes les associations qui font partie du réseau, évidemment en fonction des besoins et demandes, et on oriente des actions plus spécifiques vers le public plus à risque ou des populations qui sont plus exclues des systèmes de santé, que ce soit les adolescents, les travailleuses et travailleurs du sexe, les personnes LGBTQIA+, les personnes séropositives et les personnes survivantes de violences basées sur le genre. Alors, très concrètement, je vais vous présenter les 2 projets dans lesquels l'étude a été réalisée. Alors, tout d'abord, le CASO, qui est notre centre d'accueil de soins et d'orientation ici à Bruxelles, qui est un projet de 2e ligne. Ça veut dire que les autres projets réfèrent les bénéficiaires vers le CASO pour le suivi médical, psychologique ou social des personnes qui n'auraient pas accès aux soins. Donc, dans ce projet, nous avons une gynécologue 2 fois par mois qui permet en fait aux femmes principalement d'accéder à un suivi médical ou de prévention, que ce soit un suivi gynécologique, la mise en route d'une contraception ou le suivi d'une contraception. Le 2e projet, c'est le Hub humanitaire, qui est un projet sur lequel Médecins du Monde assure l'accueil et les consultations médico-sociales à destination principalement des migrants en transit présents à Bruxelles. Et dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place une permanence avec des sages-femmes volontaires. Et ces sages-femmes proposent une consultation démédicalisée. Donc ça permet d'avoir un espace de parole sécurisé, confidentiel, sur les thématiques qui touchent les femmes. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement? Donc on a formé nos équipes de volontaires, on propose l'accompagnement psychosocial, on a créé et renforcé les partenariats, et alors on a aussi amélioré la collecte de données sur ces sujets. Alors voilà, comme je viens de le dire, la création des partenariats, le renforcement des partenariats, c'est indispensable, travail en réseau. Alors l'idée, c'est d'inclure dans le réseau non seulement les experts de la SSR, mais aussi des experts de la santé mentale et de la prise en charge des violences basées sur le genre, afin d'avoir une approche holistique de la SSR dans un continuum de soins. Donc, pour ce faire, on travaille avec les plannings familiaux, l'ONE, Kindergezin, mais aussi Aquarelle, qui est une ASBL de l'hôpital Saint-Pierre, le GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, le CPVS de Bruxelles, qui est le centre de prise en charge des violences sexuelles. Alors, quelle perspective pour nos autres projets? Donc, afin de promouvoir et développer cette approche transversale de la SSR, on a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'informer les femmes et les hommes sur leurs droits en SSR dès leur arrivée en Belgique. Formation des professionnels intervenant sur nos différents projets, sur les enjeux de la SSR et l'importance de l'intégrer dans une offre de soins globale.
renforcement donc, des partenariats, j'en ai déjà parlé, et surtout la sensibilisation aux spécificités du public qu'on rencontre, qui fait face à de multiples barrières, que ce soit des barrières administratives, de langue, etc. Et alors, l'intégration de ce qu'on appelle la fonction 0,5 auprès des autres partenaires, donc avoir des services le plus bas seuil possible et avoir une approche, ce qu'on appelle outreach, c'est-à-dire de l'aller vers. Donc, voilà pour la présentation sur Bruxelles. Alors, je vais passer la parole à Victoria et Louisa. Merci Céline pour cette super introduction. On va passer à présent à la présentation du rapport que vous allez tous pouvoir télécharger en PDF sur notre site internet. Normalement, vous avez tous déjà reçu le lien. Sinon, ruez-vous dessus. Et ceux qui le veulent, il est aussi disponible en papier sur demande. Alors, une petite présentation du projet de ma part et de Victoria, qui sommes les personnes qui ont écrit ce rapport. D'où vient-il? Pourquoi existe-t-il? En fait, c'est une démarche qui vient du terrain, puisque initialement, c'était une question adressée par les opérations qui nous ont demandé de pouvoir analyser leurs pratiques afin qu'ils aient un retour sur leur activité quotidienne. Quand on est dans l'opérationnel tous les jours, c'est des fois difficile de pouvoir vraiment se poser et analyser de façon objective ces activités. Et donc, c'était la demande qui nous a été formulée et à laquelle on a adoré répondre pour pouvoir aider l'opérationnel à mieux sélectionner ses activités, mais aussi ses formations, afin d'avoir une offre qui répond vraiment à la demande de nos patients. Alors, le rapport est organisé autour de 3 thèmes: les grossesses désirées et le suivi prénatal tardif, les grossesses non désirées et les demandes d'IVG, et la contraception. La méthodologie, alors qu'est-ce qu'on a comme méthodologie? Comment est-ce qu'on a fonctionné? On a commencé par une méthodologie d'analyse quantitative sur nos données de consultation régulières, qu'on a enrichie d'une collecte de données qualitatives qu'on vous détaillera. Alors quels étaient les objectifs de ce rapport? Comme je vous l'ai dit, c'était de fournir des clés de réflexion aux équipes, évidemment, puisque c'était les demandeurs principaux, mais aussi d'aider donc à la décision dans un choix opérationnel afin d'éclairer nos collègues et nos collègues de réseau, pas uniquement nos collègues, nos médecins du monde, sur la SSR de nos populations particulières qui sont les migrants dans des situations de précarité importantes. Et enfin, témoigner de la réalité des patients. Vous savez que témoigner tient très à cœur. De médecins du monde, de pouvoir offrir un espace de parole à nos patients. Alors, avant tout, en bon scientifique, évidemment, nous avons commencé par une revue de littérature et qu'on a présenté également dans le rapport, parce que souvent, les opérationnels aimeraient aller plus souvent vers la littérature, mais n'ont pas le temps. Donc, on a voulu d'abord faire un état des lieux de ce qu'était la pauvreté à Bruxelles. Alors, pourquoi Bruxelles uniquement? Parce que, comme vous le savez, depuis la 6e réforme de l'État en Belgique, les compétences de santé sont fort régionalisées et il nous a semblé difficile de comparer des situations entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Et comme ici, c'était vraiment une demande du secteur opérationnel bruxellois, on a sélectionné uniquement les articles qui prenaient place et qui s'ancraient dans la réalité de terrain bruxelloise. Alors, sur l'ensemble des articles disponibles sur la question, on en a eu une vingtaine. Et sur la vingtaine, on a dû en enlever 5 parce que les biais méthodologiques étaient trop importants. Donc, la revue de la littérature se base sur 15 articles qui prenaient place dans notre réalité. Alors, quel est l'état de la pauvreté pour les femmes à Bruxelles? Eh bien, on a 33% des femmes bruxelloises à risque de pauvreté, ce qui fait plus ou moins un quart des mères ayant accouché dans une grande pauvreté. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que 41,5% des bébés nés à Bruxelles le sont dans un ménage où les revenus est inférieur ou égal au risque de seuil de pauvreté. Et ça, en termes de santé, pour l'enfant et pour la mère, c'est un risque important, puisque les enfants qui naissent dans un foyer sans revenus sont 2 fois plus à risque de décéder avant 1 an ou d'être mort-nés. Donc on se rend compte que l'implication sur la santé des enfants est quand même vraiment cruciale. C'est un réel enjeu. Alors ces mères, ces femmes, cumulent des facteurs de risque qui renforcent leur précarité et elles sont souvent soumises à de multiples barrières, c'est-à-dire essentiellement leur niveau d'instruction qui est plus faible, des problèmes de santé mentale, des traumas vécus que l'on sait sur le pays d'origine ou sur le chemin de la migration qui est particulièrement traumatisant, et enfin un handicap, des maladies transmissibles, aussi des assuétudes, et souvent elles font partie de minorités sociales visibles, discriminées, qu'elles soient culturelles ou autres.
Le tout implique une arrivée en consultation tardive, et donc on le sait en tant que professionnel de la santé, plus tard la prise en charge intervient au moment de la grossesse, au plus le risque de développer des pathologies est important, notamment parce que tous les examens de dépistage sont retardés, voire ne peuvent pas du tout avoir lieu, et puis ce sont des patientes qui, on le sait, sont beaucoup plus à risque de violence. On aura une présentation plus tard essentiellement là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu le cadre de la continuité du continuum de pauvreté à Bruxelles. Où est-ce que nous, on se situe? Donc au bout de ce continuum, puisqu'on parle essentiellement, nous, de migrants en situation d'irrégularité ou d'illégalité sur le territoire, présents depuis peu de temps. On vous présentera le profil démographique complet de notre patiente. Mais comme ça, vous avez une vision d'ensemble. C'est pas un phénomène isolé. Ce ne sont pas que les patients de Médecins du Monde. C'est quand même 33% de la population féminine de Bruxelles. Donc ça représente quand même un grand nombre de personnes. Voilà, je vais passer la parole pour la méthodologie. Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu de la méthodologie du rapport plus en détail. Comme ma collègue vous l'expliquait, on a opté pour une méthodologie quantitative et qualitative. D'un point de vue quantitatif, on a procédé à une extraction des données du logiciel que l'on utilise au jour le jour pour l'encodage des consultations psychologiques, médicales et sociales. Ce logiciel, il s'appelle le DPI, c'est le dossier patient informatisé. Et l'extrait de données nous a permis de sortir un total de 163 patientes sur une période allant de mars 2018 à mars 2019. Ces données, elles nous ont majoritairement permis de faire donc une description du profil sociodémographique des patientes et donc de voir en fait du coup à quelle thématique, dans quelle thématique se trouvait chaque patiente. D'un point de vue de la méthodologie qualitative, étant donné la situation de précarité des patientes, les barrières linguistiques auxquelles elles font face, et alors certaines peurs de répondre à des questions spécifiques, il n'a pas du tout été possible pour nous de faire une méthodologie qualitative de type entretien, focus group. On a donc opté pour une observation participante, qui est en fait une méthodologie qui va nous permettre de comprendre certains mécanismes qui sont difficilement décryptable pour quiconque demeure en situation d'extériorité. Donc typiquement, nous avons procédé à une observation des consultations sages-femmes au hub. Ça nous a permis de rendre compte de la situation de précarité des patientes, mais bien sûr aussi de comprendre comment les patientes sont accueillies chez Médecins du Monde. Et enfin, à mi-parcours de l'étude, nous avons réalisé une séance de mise en commun avec les acteurs du terrain. Donc les référents médicaux, les chefs de projet, les assistantes sociales. Et ces personnes ont vraiment un accès du coup privilégié à la population. Et du coup, leurs éléments de terrain, leurs éléments du travail de terrain de tous les jours nous a vraiment permis d'avoir une meilleure compréhension et interprétation des différentes variables que l'on a utilisées. Dans certains cas, les éléments qu'ils ont apportés nous ont également permis en fait de supprimer certains éléments de la littérature qu'on pensait pertinents pour notre population, mais qui en fait ne l'étaient pas du tout. Alors, on s'est intéressé à différentes variables en fonction des thématiques. Par rapport à la grossesse et au suivi tardif, donc on a sorti 2 variables du DPI, qui sont l'âge gestationnel à la première visite et l'accès aux soins prénatals en dehors des consultations de Médecins du Monde. Ces 2 données, elles nous ont permis de savoir si la femme avait un suivi tardif ou non. On a considéré donc le suivi tardif quand la femme se présente après 17 semaines d'aménorrhée et qu'elle n'a pas accès aux soins. Donc 17 semaines d'aménorrhée ou 15 semaines de grossesse. Au niveau de la grossesse non désirée et de l'IVG, donc on a retenu simplement le diagnostic de la grossesse non désirée et alors toutes les femmes enceintes qui avaient formulé une demande d'avortement. Au niveau de la contraception, on n'a pas vraiment de variables dans le DPI qui sont propres à ce sujet. Cependant, en analysant les résumés des médecins et des sages-femmes des consultations, on a pu reclasser l'utilisation de la contraception en 5 variables que vous retrouvez dans le tableau. Donc si la femme utilise déjà une contraception, si elle est venue en consultation pour demander une contraception, si elle a été proposée par la sage-femme ou le professionnel de santé et qu'elle était acceptée, si elle a été proposée et refusée, ou alors, enfin, si la femme n'utilise simplement pas la contraception, mais qu'elle a quand même été mentionnée durant la consultation. Alors, ces différentes études, donc, elles nous ont permis de regrouper la population, donc toutes les femmes qui se sont présentées enceintes à la consultation, que ce soit en lien avec sa grossesse ou non, toutes les femmes pour qui il y a eu un diagnostic de grossesse non désirée, durant la grossesse, qu'elle soit désirée ou non, et toutes les femmes avec qui on a abordé la contraception.
Donc, au niveau du profil démographique des patientes, on s'est particulièrement intéressé à 4 indicateurs pour traduire en fait leur précarité. Donc, la langue qu'elles parlaient, et si elles parlaient une langue accessible en Belgique, le français, l'anglais ou le néerlandais, leur statut administratif, leurs conditions d'hébergement et leur accès aux soins effectifs. Au niveau de la nationalité, au hub, on remarque une grande majorité d'Érythréennes suivies par l'Éthiopie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la population générale du hub. C'est les 2 nationalités qui reviennent le plus souvent avec le Soudan. Au CASO, par contre, on a un profil beaucoup plus diversifié, avec une majorité d'Afrique subsaharienne et d'Europe de l'Est. Ce qui fait qu'au niveau des langues, au hub, on va avoir une majorité de patientes qui parlent tigrinya ou amharique, mais avec beaucoup de personnes, quand même 40%, qui ont des notions d'anglais. Et au niveau du CASO, on remarque assez étonnamment en fait, qu'il y a 41% des femmes qui parlent français, surtout parce qu'elles viennent de pays d'Afrique francophone. Au niveau de l'âge, on remarque qu'au hub, on a une population très jeune, alors qu'au CASO, un âge beaucoup plus étendu, avec un âge médian plus vieux. Au niveau du statut administratif, au hub, une majorité de personnes qui sont en transit, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas la volonté de rester sur le territoire belge, avec des situations beaucoup plus diversifiées au CASO. Au niveau de l'hébergement au hub, une grande majorité même, qui sont sans abri, alors qu'au CASO, on va avoir une diversification entre un logement précaire, donc des femmes qui sont logées par leur famille ou leurs amis, ou alors qui ont même un logement personnel. Et au niveau de l'accès aux soins, donc on n'a aucune prise en charge. Avant de vous présenter les résultats, on voulait faire un petit retour sur l'aide médicale urgente dont Céline a déjà un petit peu parlé. Donc l'aide médicale urgente, c'est une aide qui est accessible pour toute personne en situation de séjour irrégulier sur le territoire, qui est présente depuis plus de 3 mois en Belgique. Et c'est une aide qui va couvrir des soins préventifs et curatifs gratuits et illimités. Pour accéder à cette aide, donc il faut résider depuis 3 mois en Belgique. Il faut également avoir une preuve du besoin médical signée par un médecin. Il faut pouvoir prouver son manque de ressources, donc c'est-à-dire que le CPAS va s'assurer du fait que la personne n'a effectivement pas les moyens d'accéder aux soins par elle-même. Et alors, il faut s'adresser au CPAS de la commune dans laquelle on réside. Alors, ça paraît être effectivement un système très utile pour les personnes sans autorisation de séjour. Cependant, on remarque que l'aide n'est en fait... il n'y a que 10 à 20% des personnes qui pourraient potentiellement y bénéficier qui en bénéficient vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on a toute une série de limites d'accès, notamment le délai d'accès à l'AMU qui est très problématique. C'est-à-dire donc qu'il faut résider depuis 3 mois sur le territoire et une fois qu'on introduit la demande au CPAS, le CPAS va disposer de 30 jours avant de remettre sa décision sur l'octroi ou non de cette aide. Donc pour toutes les femmes qui désirent avoir une IVG, mais aussi pour toutes les personnes qui ont des maladies chroniques ou des personnes qui ne restent que quelques jours sur le territoire, ce délai pose énormément de problèmes. On constate aussi une opacité au niveau des processus de décision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique harmonisée entre les différents CPAS à Bruxelles. Donc sur la couverture de soins, la couverture des médicaments par l'AMU, mais aussi sur la durée de validité de la carte AMU qui est normalement fixée à 92 jours, il va y avoir en fait des différences en fonction des CPAS. Et alors, enfin, on remarque que le principe de territorialité, donc qui veut que la personne s'adresse au CPAS de la commune où elle réside, est assez paradoxal pour des personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Alors, les résultats maintenant. Donc, sur les 168 femmes qui ont été étudiées dans ce rapport, il y en avait 76 qui étaient enceintes, dont 48 pour lesquelles la grossesse était désirée. Parmi ces 48 femmes, 14 ont été vues après la 17e semaine d'aménorrhée et 37 n'avaient pas accès aux soins. Donc au final, parmi les 14 femmes vues après le délai des 17 semaines, 9 n'avaient pas du tout accès aux soins prénatals, alors que 2 tiers d'entre elles étaient en Belgique depuis plus de 2 mois lors de la première consultation chez Médecins du Monde. Ces femmes ont un âge gestationnel entre 18 et 28 semaines de grossesse. Semaines d'aménorrhée, pardon. Alors, comme je vous l'ai dit, donc on a fait des séances d'observation participante. Donc, après chaque résultat, on va vous expliquer donc, ce que l'observation participante a permis de faire remonter. Donc, ici, on a pu constater que le retard de suivi de grossesse peut s'expliquer par le fait que la majorité des femmes enceintes rencontrées, il s'agit de la première grossesse. Et donc, on va avoir une méconnaissance des premiers signes qui va forcément retarder la mise en place du suivi.
Il y a aussi en fait une méconnaissance du secret professionnel auquel les professionnels de santé sont soumis, et donc il y a une peur en fait pour les patientes que leurs informations et leur statut illégal soient ensuite révélés à des autorités. Et on remarque en général une méconnaissance des concepts de la SSR et en soi du concept de rapport sexuel en lui-même. On a par exemple rencontré une patiente enceinte, mais qui ne voulait pas accepter sa grossesse parce qu'en fait elle n'était pas mariée. Donc pour elle, la conception, la grossesse était forcément liée au mariage. Et comme elle n'était pas mariée, elle ne pouvait pas être enceinte. Au niveau de la grossesse non désirée, du recours à l'IVG, donc sur les 76 femmes enceintes, on en a 28 qui ont une grossesse non désirée. Parmi elles, aucune n'a accès aux soins prénataux. 3 avaient dépassé le délai légal de 14 semaines alors qu'elles étaient en Belgique depuis plus de 4 mois. Et 8 ont déclaré avoir subi un viol, dont 5 auraient provoqué la grossesse. Au niveau de l'observation participante, on a pu remarquer que le retard dans le recours à l'IVG s'explique parce qu'elles ne savent pas, les patientes, que l'IVG est légale et gratuite en Belgique, grâce à l'AMU ou l'INAMI. Il y a certaines croyances par rapport à l'IVG, notamment à son impact sur la fertilité des femmes. Et alors, toute une série de problématiques qui s'installent quand la grossesse résulte d'un viol, où il peut y avoir donc une peur d'un jugement, la peur de revivre le trauma, particulièrement si on est ausculté. On remarque alors après plusieurs autres difficultés, notamment la mauvaise utilisation de la contraception, qui amène donc à des grossesses non désirées, et le fait que l'IVG médicamenteuse est très difficile pour elle, étant donné que c'est un processus qui demande beaucoup d'explications, et donc forcément avec la barrière linguistique c'est beaucoup plus difficile, mais aussi les conditions de vie ont un rôle à jouer, étant donné que la majorité des femmes n'ont pas accès à des sanitaires personnels et propres. On a relevé aussi certaines interrogations, notamment concernant les femmes en situation de transit. On a l'impression que la volonté de passer en Angleterre peut primer sur la grossesse. C'est-à-dire que les passeurs, qui vont donc passer les migrants de Belgique au Royaume-Uni, n'acceptent pas les femmes enceintes dans les camions. Donc on a l'impression que certaines femmes vont avoir recours à l'IVG en Belgique pour avoir plus facile à passer, mais que si elles parviennent à passer avant d'avoir recours à l'IVG, elles n'auront pas spécialement recours à cette intervention au Royaume-Uni, notamment parce qu'au Royaume-Uni, il va y avoir beaucoup de barrières financières et administratives. Alors ensuite, on passe donc au dernier thème, qui est la contraception. Donc au niveau de la contraception, on a pu récolter des données pour 66 patientes. On constate que 10 ont déjà utilisé la contraception, 29 l'ont demandé, 10 l'ont accepté après conseil. Pour 12, elle a simplement été mentionnée, et pour 5 personnes, donc, la contraception a été refusée. Alors ce refus, il pose certaines questions, étant donné que 4 femmes sur 5, donc 4 femmes parmi ces 5, ont consulté par peur d'être enceintes, et la 5e venait pour recevoir une contraception d'urgence. On constate également que la peur d'être enceinte est le premier motif de consultation, vous le voyez dans le deuxième graphique en orange, après la demande ou la prescription d'une contraception. Et le troisième motif est donc la contraception d'urgence. Au niveau de l'observation participante, on a pu constater en fait que l'injection, qui est donc le deuxième moyen de contraception prescrit par nos sages-femmes après la pilule, c'est 24,4% l'injection, elle est très populaire chez nos patientes. Pourquoi ? Parce que typiquement, une plaquette de pilule va être beaucoup plus facilement volée, confisquée ou perdue et demande un suivi très régulier. Alors que l'injection, elle est discrète, c'est une injection toutes les 3 mois, très facile d'utilisation, elle est aussi confortable parce que dans la majorité des cas, elle va provoquer une aménorrhée. Et c'est beaucoup plus facile pour les femmes, notamment en migration, de ne pas avoir leurs règles pendant le chemin de la migration. Au niveau des freins au recours à la contraception, on constate en fait, comme pour le suivi de grossesse, qu'il y a une méconnaissance et une mauvaise compréhension des concepts de la SSR et des risques encourus lors d'un rapport non protégé. Alors au niveau de la discussion, on voulait quand même revenir sur les limites de l'étude, notamment par rapport au fait que cette étude, comme ma collègue l'a dit, n'est pas du tout extrapolable à l'entièreté de la population précaire bruxelloise. C'est un public vraiment très spécifique rencontré par Médecins du Monde. L'échantillon aussi est très petit, on parle de 163 femmes. Et il faut savoir que pour le hub, pour obtenir les données, en fait, on a dû retranscrire des notes des médecins qui avaient été faites par écrit. On a dû toutes les retranscrire dans le DPI.
Et donc forcément, avec les bénévoles qui ne sont pas médecins, il y a pu avoir des erreurs d'encodage ou des mauvaises interprétations. Et enfin, il faut aussi constater que, étant donné la réalité de terrain et la réalité des patients rencontrés par Médecins du Monde, on a souvent des collectes de données avec beaucoup de données manquantes. Au niveau de la précarité des femmes, il est très important de revenir sur le fait que les femmes migrantes en situation de précarité, pour elles, la situation de précarité ne se limite absolument pas aux revenus. Il faut aussi considérer le logement, l'accès aux soins, la langue parlée, les différences de culture. Ces femmes sont aussi surexposées à des risques de santé périnatale et font face à une importante intersectionnalité. Et forcément, elles sont aussi surexposées à des complications à cause de leur retard de suivi de grossesse. Comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi énormément de barrières administratives avec l'AMU, mais on en a aussi avec fait d'asile. Donc pour vous expliquer le plus simplement possible, lorsqu'une femme va donc soumettre une demande d'asile, si elle la reçoit, elle va bénéficier de l'accueil fait d'asile, et donc ses soins santé vont être couverts par fait d'asile. Cependant, si la femme enceinte fait cette demande avant d'avoir accouché, l'enfant ne sera pas repris sur la demande d'asile, sur l'accueil fait d'asile une fois qu'il sera né. Donc il ne bénéficiera pas de la couverture de soins de fait d'asile. Donc pour nous, il est difficile d'encourager les femmes à faire cette démarche quand elles sont enceintes, même si c'est parfois leur volonté. Et on constate donc, comme je l'ai déjà dit, une méconnaissance du système et des droits qui ralentit la suivi de qualité. Merci. Donc on avait conçu ce rapport de sorte à permettre aux équipes de terrain de prendre des décisions opérationnelles les plus éclairées possibles. Pour ce faire, on a accompagné donc les résultats et la discussion de boîtes à outils. On a voulu le plus pratique possible, que vous retrouverez dans le rapport, qui sont des conseils issus de cette analyse sur comment offrir les soins et l'encadrement ou l'offre, l'accueil la plus adaptée possible aux patientes. Concernant donc ici le suivi prénatal, 3 recommandations que nous aimerions vous adresser. La première, c'est dans la mesure du possible d'essayer de développer des outils qui vont tenir compte du code langagier et de la dimension culturelle des patientes. Il faut bien avoir conscience qu'une grossesse ne se vit pas de la même façon à Bruxelles qu'en Érythrée, et donc là, souvent, les documents qu'on a et dont on dispose ne sont pas forcément adaptés pour plein de raisons, et ça peut être intéressant de faire ce travail, de réadapter nos documents avec le support de médiateurs culturels, notamment de la culture des patients qu'on reçoit. La deuxième recommandation qu'on aimerait formuler ici, c'est dans la mesure du possible, évidemment, de mettre en place des systèmes d'accompagnement physique. C'est un système que nous avons la chance d'avoir au Hub humanitaire. Si possible, évidemment, des accompagnements physiques par des pairs, c'est-à-dire des personnes qui ont ou qui vivent la situation de migration que vivent nos patients. Cet accompagnement physique, ça consiste en quoi? C'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui va accompagner physiquement la personne à sa consultation. Pourquoi? Parce que dans nos hôpitaux, dans nos structures de santé, on est rarement équipé pour recevoir des gens qui ne savent pas lire, par exemple, qui ne comprennent peut-être pas forcément comment fonctionne notre hôpital, comment on doit se rendre au 8e guichet B, au 3e étage, à gauche, au fond de l'aile à droite, non pas celle-là, la porte derrière. Donc c'est plutôt, ça peut être bien d'avoir un accompagnateur qui va permettre à la personne de pouvoir passer au-delà de ces barrières, des fois très très physiques, que comporte notre système de soins. Et enfin, la dernière recommandation concernant le suivi prénatal que nous aimerions vous formuler, c'est, dans la mesure du possible à nouveau, de mettre en place de la formation continuée pour l'ensemble des professionnels de santé. Ce que l'on constate trop souvent, c'est que la santé sexuelle et reproductive reste dans les mains des gynécologues et des sages-femmes. Or, c'est une question que nous, tous professionnels de santé, devons nous poser en tant qu'infirmiers, en tant que médecins généralistes, en tant que médecins spécialistes d'une autre spécialité. Quand on reçoit une femme, quand on reçoit spécialement une femme en précarité, ça doit être dans notre tête et on ne doit pas penser que c'est le travail de notre collègue spécialiste SSR. On est tous en position de pouvoir accompagner la personne, et peut-être qu'on a devant nous une femme qui est enceinte de 18 semaines, et donc ne retardons pas encore d'une semaine qu'on renvoie vers un autre professionnel. Voilà, ça ce sont les 3 boîtes à outils qu'on propose donc pour le suivi prénatal. Alors je vais revenir maintenant sur la discussion au niveau de l'accès à l'IVG. Donc, comme on vous l'a expliqué, donc on avait 2 des 3 femmes hors délai qui auraient pu avoir accès à l'IVG si elles avaient été prises en charge plus tôt. Elles étaient toutes les 2 présentes depuis plus de 4 mois en Belgique. Ça reflète donc qu'il y a une importante méconnaissance de leurs droits et des dispositifs qui sont mis en place pour un accès gratuit à cette intervention.
et qu'il existe d'importantes barrières à l'accès à cette intervention et qu'il est presque impossible donc pour certaines femmes d'attendre l'obtention de la MU pour accéder à l'IVG. Il faut aussi constater que parmi les 28 femmes, 8 ont subi un viol, ce qui augmente énormément leur vulnérabilité étant donné les traumas psychologiques. Justement, au niveau des témoignages de violence, on voulait préciser que ces données sont probablement très sous-estimées. Pourquoi ? Parce que la question des victimes de violence n'est pas posée systématiquement à tous les patients que l'on reçoit. C'est une question qu'on pose uniquement quand on pense qu'on a une suspicion que la personne a effectivement été victime de violence. C'est une question qui est très difficile à poser pour certaines sages-femmes, qui parfois malheureusement vont l'éviter, mais c'est aussi une question très difficile à répondre. Donc certaines femmes, même quand on a une forte suspicion, vont ne pas répondre parce qu'elles ont peur du jugement, de revivre le trauma, peur d'être auscultées. On a aussi des questions, notamment quand le viol est commis par le conjoint, est-ce qu'il est vraiment reconnu par la femme comme étant un viol ? Et alors, un point très important qui fait que c'est très difficile pour les femmes victimes de violences sans autorisation de séjour en Belgique de porter plainte, parce qu'on ne peut pas leur assurer que leur information et leur statut sans autorisation de séjour sur le territoire ne sera pas transmis à l'Office des étrangers. Alors, que nous proposons-vous qu'est-ce qu'on vous propose pour faire mieux Alors, trois propositions ici pour l'IVG. La première, c'est le nerf de la guerre, évidemment, la formation, mais ici destinée à toutes les personnes, c'est-à-dire de la dame de l'accueil à l'infirmière, mais à l'ensemble des personnes, la réceptionniste, la secrétaire, enfin, toutes ces personnes qui sont en contact avec des patientes qui viennent demander une IVG doivent absolument recevoir une formation pour avoir un accueil non jugeant. Trop souvent, sans le faire exprès, souvent, on a des propos, des positions, des attitudes qui sont jugeantes et donc qui vont, d'une certaine façon, encore mettre une barrière là où il y en a déjà trop. Donc, on appelle de nos vœux les plus chers une formation très large à l'ensemble des personnes qui interviennent et surtout replacer ce concept de ne pas nuire, qui est le concept fondateur de nos professions de santé, au centre de la démarche et de l'accueil des femmes qui demandent une IVG. En deuxième recommandation, c'est vraiment quelque chose qu'on adresse au planning et aux centres hospitaliers qui réalisent des IVG, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, bien qu'on connaisse vos contraintes, de limiter les barrières que nous mettons nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on demande à une femme d'appeler une semaine à l'avance pour avoir un rendez-vous, de venir le jour même avec 5 minutes d'avance et une carte d'identité, pour une personne en situation de migration, c'est quasiment impossible, surtout si elle est migrante en transit, qu'elle ne parle pas très bien la langue. Et ce sont des barrières que nous pouvons soulever si nous le souhaitons. C'est-à-dire que si on a une marge de tolérance sur le retard, par exemple, des femmes en précarité, que si elle arrive 15 minutes après son rendez-vous, elle sera quand même reçue, dans des délais aussi courts que le cadre légal belge ne le permet, ça peut vraiment changer toute une histoire, d'être ouvert et flexible là-dessus. Donc on invite à une réflexion au sein de nos propres institutions pour essayer de limiter au maximum ce type de barrières qui sont légion dans notre système. La dernière recommandation qu'on souhaiterait apporter, et c'est un point que nous allons développer plus tard dans une deuxième présentation, c'est le point sur les VBG. Donc, à Médecins du Monde, l'année dernière, nous avons mené un grand projet à ce sujet et donc nous encourageons au maximum, évidemment, tous les partenaires et toutes les personnes actives dans le secteur de la santé à détecter le plus tôt possible les violences afin d'offrir une vraie prise en charge aux victimes. Nous avons créé des grilles qui permettent et qui aident les soignants à détecter. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec Médecins du Monde. Nous serons ravis de vous accompagner dans ce processus pour que vos institutions puissent elles aussi utiliser ce type de grille de dépistage et de détection rapide des VBG. Voilà. Et enfin, pour terminer, on va passer à la contraception. Donc il était assez difficile pour nous de comparer nos données à celles d'autres femmes migrantes, par exemple, parce qu'il n'existe pas d'études rédigées sur l'utilisation de la contraception par notre public en Europe. Cependant, on s'est intéressé à l'utilisation de la contraception au pays, et on remarque en fait que la préférence pour l'injection se reflète aussi en Érythrée, en Éthiopie, donc dans le pays d'origine des personnes. Et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire l'aménorrhée, le fait que ce soit invisible et le fait aussi que pour des femmes qui habitent en zone rurale, comme c'est une fois tous les 3 mois, cette injection, c'est beaucoup plus facile pour elles car ça réduit le nombre de déplacements qu'elles doivent faire en ville. On constate également qu'en fait, il est très important de parler de contraception à ces femmes en Belgique parce que, par exemple, en Érythrée,
85% de la population des femmes n'a jamais utilisé la contraception, mais 86% la connaissent. Donc c'est tout à fait quelque chose qu'elles connaissent, et donc vraiment il faut appuyer là-dessus quand elles arrivent en Belgique. Et on remarque enfin que les déterminants de l'accès à la contraception sont les mêmes en Belgique que dans les pays d'origine, en tout cas pour l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc le niveau d'instruction, le revenu, le fait d'avoir un moindre nombre d'enfants par exemple. Alors, la dernière boîte à outils qu'on vous propose, ça s'intègre totalement dans ce qu'on vient de discuter, c'est de pouvoir sensibiliser tous les professionnels de santé à la question de la contraception, quelle que soit la nature de la consultation. C'est-à-dire que souvent, à nouveau, comme pour la grossesse, on a tendance à penser que c'est pas tout à fait notre affaire, si on n'est pas un gynécologue ou une sage-femme, de s'intéresser à la question de la contraception de nos patientes. Pourtant, tout à fait, on est tout à fait dans du soin de base, et donc j'encourage tous mes collègues soignants, quelle que soit leur formation, à oser poser la question des dernières règles, à oser poser la question de la contraception, et de voir, parce que souvent on a des réponses qu'on pourrait apporter même si on n'est pas spécialiste. Pour répondre à cette question de on n'est pas spécialiste, souvent en fait on n'est pas à l'aise avec ces questions-là, et donc il est important qu'on renforce notre formation de soignants, surtout si on n'est pas soignant spécialisé, sage-femme ou gynécologue, sur la question de la contraception. C'est l'affaire de tous les soignants, et spécialement des méthodes moins habituelles. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, nos patientes sont très adeptes de l'injection. En Belgique, pour une petite stat, il n'y a que 1,1% de la population qui utilise les injections, donc c'est normal de ne pas être à l'aise par rapport à ça en tant que soignant. C'est normal de ne pas avoir l'information, mais maintenant qu'on sait que c'est une réalité, on peut se former, on peut aller lire et apprendre de ces choses pour pouvoir accompagner les femmes dans la contraception qu'elles souhaitent, et ne pas calquer un système de contraception un peu classique, c'est-à-dire avant la grossesse la pilule, ensuite le stérilet, puis une ligature des trompes, et puis voilà. On fait comme ça chez tout le monde, mais plutôt s'adapter réellement à la demande en accord, et d'avoir conscience que, évidemment, le besoin de contraception va varier en fonction de la vie de la patiente, et peut-être la pilule sera la réponse à un moment, mais peut-être l'injection sera la réponse à un moment, et d'autres choses pourront être une réponse quand la femme l'aura demandé, en fonction de son niveau de vie, de son désir de grossesse ou non, de sa situation. Ça, c'est donc la deuxième recommandation. Et enfin, pour terminer, l'idée d'avoir ces connaissances de la santé sexuelle et reproductive en tant que professionnel de santé, quelques niveaux et quelques personnes qu'on soit, c'est de pouvoir descendre cette santé sexuelle et reproductive et la planification familiale dans les activités communautaires, c'est-à-dire vraiment au contact des patients, dans des dispositifs qui ne sont pas forcément un colloque singulier d'une consultation médecin-patient, mais bien d'une approche beaucoup plus bas seuil au final, dans des endroits de communauté où on a une discussion ouverte sur la question. Et pour ça, évidemment, développons au maximum nos partenariats entre nos institutions, de façon à faciliter les référencements le plus possible et d'avoir une meilleure synergie. Alors, je vais conclure cette présentation par deux remarques. On a fort insisté sur les recommandations, mais on voudrait vraiment terminer là-dessus. C'est-à-dire que instaurer des projets innovants, bas seuil et communautaires, ça devient vraiment un besoin urgent pour pouvoir répondre à ces demandes, et ne pas rester dans un système qu'on connaît de consultation. Aller vers des activités de sensibilisation, utiliser la péridance, mettre en place des accompagnements physiques sont des solutions à des problèmes, et sont des choses qu'on peut mettre en place pour faciliter l'accès au système de santé. Et enfin, une prise en charge holistique, je le rappelle, ça prend l'ensemble des dimensions de nos patients, ce compris la santé sexuelle et reproductive de nos patients et patientes, même si ici on parle essentiellement de femmes. Anticiper les obstacles en tant que soignant, c'est-à-dire penser à l'avance que oui, il va peut-être falloir passer 3 coups de fil pour avoir un rendez-vous, et que madame n'a pas de téléphone portable, et donc que ça ne sert à rien de lui donner comme référence cet endroit où c'est quasiment impossible d'avoir une place. Essayer de prendre en charge et de penser que ces personnes ont un vécu souvent de violence, souvent difficile, et donc des fois la démarche qu'on lui demande en plus, c'est la démarche en trop. C'est ça, une prise en charge holistique, et c'est ce qu'on aimerait bien encourager et appeler de nos vœux. Bien. Un énorme merci pour cette présentation de grande qualité. Bon, je répète, à la fois sur la méthodologie, mais aussi au niveau des résultats, ce qu'on a pu obtenir, et aussi de cette construction participative, des discussions qui ont amené justement des recommandations très très concrètes, et qu'effectivement, je pense, beaucoup de soignants de première ligne, même ouverts à la problématique, ignorent complètement. C'est vraiment un grand merci. On a plusieurs questions. On a commencé un peu en retard, donc on va être un petit peu pressé par le temps.
La première question là qui était posée, c'est Karim Majoros. Bonjour Karim, de la Fédération laïque des plannings familiales. Est-ce qu'on peut lier refus de contraception et pays d'origine et lier la durée du séjour à l'acceptation d'une contraception? Vous avez parlé de freins et de facteurs favorisants. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Considérant la taille de notre échantillon, on n'a pas fait d'analyse multivariée parce que sur 160 personnes, on n'aurait rien eu de représentatif. Donc j'appelle toutes les personnes qui ont des bases de données là-dessus à se mettre ensemble pour qu'on ait des plus grandes bases de données et de pouvoir aller vers ça. A priori, comme ça, je ne peux pas répondre parce que on a fait le choix de, évidemment, pas de faire de multivarié quand les données ne le permettent pas. Pour se renseigner sur l'utilisation de la contraception dans les pays d'origine, on a analysé les enquêtes de santé qui sont organisées par les Nations Unies, je pense, dans lesquelles il y avait vraiment énormément d'informations super intéressantes. Donc peut-être que cette documentation qui est disponible sur Google Scholar, typiquement, pourrait répondre en partie à cette question. Merci. Effectivement, c'est une question que moi j'aurais envie de poser aussi. Ce sont les méthodes traditionnelles, avec les écorces broyées, etc. Donc, beaucoup de patients nous parlent en consultation. Une deuxième question, c'était la prise en charge financière, donc le coût de la contraception. S'il n'y a pas d'aide médicale urgente, qui c'est qui paye? Est-ce que c'est le médecin du monde? Est-ce que ce sont les patients? Est-ce que c'est une autre structure? Alors bien évidemment, il ne faut pas que l'aspect financier soit un frein à la contraception. Donc Médecins du Monde, pour les patientes qui sont suivies sur nos projets, va prendre en charge les contraceptifs. Et quand les femmes sont orientées vers des services partenaires comme les plannings familiaux, tant que la femme n'a pas accès aux soins, ce sera à charge des plannings familiaux. En fait, malheureusement, les centres de planning familial ne sont pas financés, ne sont pas subsidiés pour répondre aux demandes des personnes sans accès aux soins. Et donc, ils le feront sur leur propre fonds. Voilà. Tu as bien répondu à la question. Allez, je vais encore en prendre une pour essayer de respecter l'horaire. 163 femmes, ça peut être beaucoup, ça peut être peu. Et qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la validité de l'échantillon, si on peut dire? Est-ce que ces chiffres sont suffisants pour pouvoir dire ce que vous avez dit? Alors, c'est vrai que c'est peu, peut-être comme ça. Nous, ça nous paraît un peu énorme quand même, sur un an. C'est toujours une question de point de vue. Niveau validité scientifique, strictement parlé, stricto sensus, évidemment, on n'a pas fait d'échantillonnage. On a parlé de patientes reçues en consultation, c'est donc 100%. Donc nous, la validité interne à Médecins du Monde, elle est au top, puisque c'est tout notre échantillon. La validité sur l'ensemble de la population, évidemment, elle n'est envisageable que si on compare le statut et les critères sociodémographiques, ce qu'on a fait en début, en revue de littérature, et effectivement, on sait bien qu'on est sur une niche, puisqu'on est sur les patients les plus précaires, qui sont vraiment hors scope de toutes les études, donc c'est difficile d'avoir le sentiment que cet échantillon est suffisant. Nous, il nous paraît en tout cas suffisant pour tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il est temps de ne pas oublier 160 patientes sur un an, sur 2 projets de Médecins du Monde, parce qu'il faut vraiment bien se rendre compte de quoi on parle. C'est-à-dire qu'à l'échelle bruxelloise, il y en a beaucoup plus. Nous, on a 2 petites consultations. Il y en a vraiment beaucoup plus, je pense. Alors j'ai une question. De quelle manière organisez-vous les partenariats avec les associations qui ciblent la prévention à la santé sexuelle? Donc il y a plusieurs manières de faire. En fait, sur Bruxelles, on va surtout travailler le réseau de proximité, puisque l'important c'est de faciliter l'accès aux différentes structures. Un des principes de Médecins du Monde, c'est de ne pas se substituer au système existant. Donc on va essayer de travailler avec les acteurs qui sont en mesure d'apporter des réponses et de prendre en charge les besoins des personnes sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive. Voilà, je pense que sur les partenariats, il y a une autre question. J'espère que ça répond en tout cas à la question sur les partenariats. Je laisse Louisa. Donc on a une question sur le chat qui est y a-t-il des demandes de votre public
ou ce sont des initiatives prises directement? Comment gérez-vous certains obstacles pour aborder des sujets aussi intimes et comment sont-ils abordés? Bonjour, alors merci pour la question. Alors, il n'y a pas de demande en tant que telle, par contre, il y a des besoins qui sont assez clairs sur une prise en charge de qualité sur les questions de violence. À rappeler aussi que ça fait partie du paquet minimum de soins que de proposer des soins post-violence de manière générale. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. Mais bien évidemment, on fait attention, comme je le disais tout à l'heure, aux limites de la personne, à savoir ne pas poser systématiquement la question, comme le mentionnait tout à l'heure ma collègue, ça fait partie des recommandations qu'on a. C'est-à-dire que il faut respecter la personne, son environnement et là où elle se situe aujourd'hui. Donc il faut rester dans une démarche où ça vient d'elle, où on respecte donc ce qu'on appelle l'empowerment. On a aussi donc différentes guidelines, comme le précisait aussi Louisa tout à l'heure, sur comment est-ce qu'il est possible d'aborder la question. Donc tout d'abord, on a une liste de signes qui permettent d'alerter sur le fait que la personne est ou non subie des violences, mais il y a également donc des manières de poser les questions, par exemple, qui peuvent être très simples. C'est comment allez-vous aujourd'hui, comment ça se passe à la maison, comment se passe la relation avec votre partenaire, donc des petites choses comme ça qui permettent petit à petit de dérouler et d'amener une conversation. Et si là, la personne ne le sent pas, si ça va, elle va pouvoir en parler avec le professionnel de santé. Si cette personne-là ne souhaite pas continuer, bien évidemment, on ne va pas continuer, on va respecter ce choix-ci. Il y a également la notion de prendre aussi en compte le fait que les personnes, donc les professionnels de santé ne sont pas toujours formés, et il faut pouvoir aussi les accompagner, que ces personnes-là soient à l'aise pour poser ces questions-là. Donc ça rentre dans toutes ces dimensions, mais vraiment de respect et de ne pas aller trop loin, parce que comme on l'a précisé tout à l'heure, ces personnes qui sont en situation d'immigration ne sont pas dans une situation où on peut leur proposer le même paquet de soins qu'une personne qui aurait un titre de séjour. Donc, ça peut être le même accompagnement, donc pas la même réponse, donc on adapte au maximum. Pour compléter la réponse de Muriel, donc sur les questions de comment finalement on lève les obstacles pour aborder des sujets intimes et des sujets qui peuvent parfois être compliqués à aborder. Donc il y a effectivement le temps, créer le lien avec la personne, mais on a aussi pas mal d'outils à notre disposition ou qui sont en cours d'élaboration. Ça peut être des supports visuels avec des dessins par exemple pour franchir l'obstacle de la langue aussi. Ça peut être, on travaille sur certains projets avec des médiateurs interculturels qui peuvent aussi nous aider à comprendre et à utiliser les bonnes expressions, les beaux mots à s'adapter en fait au public qu'on rencontre et à aborder des sujets aussi délicats ou intimes que la sexualité au sens large du terme, que ce soit la problématique des violences, mais la contraception, la grossesse, etc. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je laisse Louisa lire. Alors, la première question, c'est sur les prises en charge par les centres spécialisés de prise en charge des VBG. En Belgique, y a-t-il une proportion d'hommes ? Alors, je ne peux pas répondre pour les centres de prise en charge des violences sexuelles parce que je n'ai pas leurs chiffres de manière détaillée. Par contre, sur les violences commises en Belgique, et quand donc c'était des violences sexuelles, donc il y a, dans nos données, dans nos chiffres, je crois que c'était d'août 2018 à septembre 2019, il me semble. J'ai un doute sur les dates, mais passons. On avait un pourcentage de 12% qui étaient des violences sexuelles et on avait 92% de femmes. Donc ça veut dire que 8% de ces victimes étaient des hommes. Donc voilà pour cette question. Merci Muriel. Alors, la prochaine question, c'est comment faites-vous pour mobiliser les autorités locales dans les différents pays à investir des meilleurs services plus adaptés aux populations migrantes ? Quelqu'un veut ? Alors c'est un très vaste sujet, on connaît le contexte aujourd'hui, donc il y a différentes manières de faire et ça va dépendre bien évidemment à la fois des pays mais aussi des contextes.
Donc je prends l'exemple du projet We Act qui a été mis en place en Croatie, en Italie, en Bulgarie, en France et en Belgique, et où en Croatie il y a eu tout un travail qui a été mené. Donc comment est-ce qu'on a sollicité, comment est-ce qu'on a travaillé avec les autorités sur place? Alors tout d'abord, ça a été un groupe d'associations et d'organisations, dont l'UNHCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, qui se sont mis ensemble, qui ont fait un travail conjoint donc, sur les protocoles que je mentionnais tout à l'heure, et qui ont sollicité les autorités locales pour travailler et mettre en place un protocole qui est en cours de validation. Donc ça, c'est un exemple. En Belgique, vous avez également des liens avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont d'ailleurs faits au travers du projet de la Fédération laïque des centres de planification familiale. Il y a le projet DPO, donc c'est détection, prise en charge et orientation donc des violences basées sur le genre. Médecins du Monde fait partie du groupe d'appui méthodologique, et à ce titre-là, donc, lors de ces échanges, qui visent donc à avoir un protocole sur le territoire wallon et sur le territoire bruxellois, on participe et on amène les points qui touchent aux personnes migrantes, dont sans papier. Donc voilà 2 exemples concrets de réponse. Voilà, voilà. Il n'y a plus rien là dans le chat, non? Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin de la première partie. Donc maintenant, on va vous donner 5-10 minutes de pause. Il est prévu même un intermède musical. Je vois que le musicien arrive là au bout de la salle et il va vous détendre parce que c'est quand même un sujet complexe, mais aussi quand même très douloureux pour beaucoup de femmes et aussi pour les soignants qui sont confrontés à cette difficulté, à cette souffrance.
je demandais à notre musicien s'il pouvait nous dire 2-3 petits mots avant de continuer la soirée sur ce qu'il vient de jouer et sur le type d'instrument qu'il vient d'utiliser. Merci. Alors, l'instrument s'appelle le balafon. C'est un instrument qui vient de l'Afrique de l'Ouest et utilisé principalement par les griots burkinabés. Et je suis de l'Afrique de l'Ouest aussi. Et il s'est fait que notre fils a reçu ça comme cadeau. Et j'en ai profité pour perfectionner, travailler un peu quelques mélodies. Et voilà. Cet instrument se joue principalement lors de plein d'occasions festives en Afrique de l'Ouest, les naissances, les mariages, les anniversaires, et voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie de la soirée. On va parler de SSR à l'international et d'un projet Richard. Donc là, je vais passer la parole à Muriel, qui va nous parler de ce projet. Merci Muriel. Bonsoir, bonjour. Juste une petite minute. Donc bonsoir, je m'appelle Muriel Poiré et je suis référente violences basées sur le genre à Médecins du Monde Belgique. Et je vais vous parler ce soir du projet Reach Out qui vise à identifier et à prendre en charge les personnes victimes de violences basées sur le genre parmi la population migrante. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le genre ? Le genre est un concept et un outil qui nous sert à mieux comprendre notre environnement et c'est également un moyen de déterminer les rapports sociaux en fonction des sexes attribués, que l'on soit un homme ou une femme, et ça détermine également les rapports de pouvoir. Donc qui dit rapport de pouvoir dit forcément inégalité, mais également discrimination pouvant mener à des violences. Et donc c'est pour cela qu'on utilise le vocable de violence basée sur le genre, puisque, comme vous le voyez, les violences basées sur le genre sont tout acte commis à l'égard d'une personne qui lui soit préjudiciable, et en se fondant sur le fait que cette personne soit vue comme étant soit un homme, soit une femme. Les violences basées sur le genre, comme vous pouvez le voir, peuvent avoir différents types. Donc ça peut être des violences dites physiques, mais également des violences sexuelles, allant de l'agression sexuelle au harcèlement, mais également au viol. Ça peut être également des violences psychologiques, voire économiques. Et elles peuvent arriver effectivement donc dans la sphère privée, donc par exemple dans un couple, mais également dans le domaine public. Ce sont également des éléments qui peuvent varier en fonction du lieu où on se trouve, mais également de la temporalité. Et comme mes collègues l'ont souligné dans le rapport, la notion d'intersectionnalité avait été abordée. Donc on rappelle que l'intersectionnalité, c'est le croisement de différentes discriminations, donc à savoir par exemple donc le classisme, donc avec les classes sociales, le niveau d'instruction. Donc par exemple le fait de parler une langue nationale, ça peut être également par rapport au validisme et donc par rapport aux questions de handicap, mais également au fait d'appartenir aux catégories d'âge, mais aussi liées à la religion, à la race au sens social du terme, mais aussi pour les personnes LGBTQI+. Et donc, qu'est-ce que fait Médecins du Monde par rapport aux violences basées sur le genre ? Donc il faut rappeler que le genre est un déterminant social de la santé, d'après l'OMS, et qu'en cela, Médecins du Monde se positionne et rappelle que les violences basées sur le genre sont une violation des droits fondamentaux, mais également un problème de santé publique majeur. Donc, en tant qu'acteur de santé, mais également en tant qu'acteur qui se positionne contre les discriminations et les violences perpétrées à l'égard des personnes, nous devions d'intégrer cela dans nos projets de manière transversale. Et donc, on rappelle aussi que les violences sont perpétrées partout dans le monde, quel que soit le contexte économique. Alors, quelques éléments aussi pour rappeler ce qu'elles sont et leur dimension. Donc, on rappelle qu'elles sont liées au rôle subordonné des femmes par rapport aux hommes, donc c'est une constante dans toutes les sociétés, puisque les femmes, du fait de ce rapport de domination, sont plus vulnérables et ont plus de difficultés d'accès aux services, mais également aux droits. Elles sont, comme je le disais, donc majoritairement commises à l'égard des femmes, à hauteur d'à peu près 80%, mais sont majoritairement commises par des hommes à plus de 90% dans la majorité des cas, même si, comme vous le voyez, il arrive également que des hommes et des garçons soient également victimes de violences basées sur le genre. Ce sont des situations qui sont minoritaires. Elles sont de l'ordre, d'après une étude d'MSF sur 7 pays qui n'est pas encore sortie, de 17% en temps de paix et de 33% en temps de conflit. Donc on voit que ce sont quand même des données pas négligeables, notamment sur les publics que l'on reçoit.
Et on considère, et ça c'est un préalable de manière internationale, qu'en situation de crise, les violences augmentent. Donc là, on a vu avec le Covid-19, les violences ont augmenté partout dans le monde. L'ONU a rappelé ces éléments-là. Et l'autre point qui fait consensus au niveau international, c'est de rappeler qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des données qui soient fiables et qui soient cohérentes par rapport à la prévalence des violences. Pourquoi? Alors c'est lié en grande partie aux éléments qui ont été mentionnés dans la présentation que vous avez vue tout à l'heure, à savoir qu'il est effectivement très difficile pour les personnes de parler. Il y a la crainte des représailles, il y a la honte, la culpabilité qui peut aussi advenir, la peur des représailles, mais également le fait même parfois de ne pas savoir à qui s'adresser et les avantages. Alors quelques chiffres avant de vous parler du projet. Donc ce sont sur les violences sexuelles cette fois-ci en Belgique. Donc on remercie donc les partenaires qui travaillent sur ces questions-là. Donc on peut voir qu'au niveau donc des personnes excisées, donc il y a une estimation qui a été faite par le GAMS de près de 17 000 personnes qui seraient excisées en Belgique et 9 000 filles qui seraient à risque de l'être ou de l'être à nouveau. On note également la réussite du projet pilote des centres de prise en charge des violences sexuelles, du CPVS, puisqu'ils ont doublé les estimations de départ et qu'ils ont reçu 930 personnes en une année. Sur les questions plus précises donc des personnes en situation de migration, donc l'étude du professeur Inès Kinhart démontre que quand on interroge sur les violences vécues, qu'elles soient pour la personne ou dans l'entourage de la personne, on note que ce chiffre de violences déclarées monte à 56,6%, ce qui est extrêmement important. Dans les relations, dans la population générale, aussi un stéréotype qui est important de rappeler, c'est que 75% des viols sont commis par une personne proche de la victime. Donc ce n'est pas un inconnu dans une ruelle. En général, c'est quelqu'un qui est connu, donc ça peut être un ami, un voisin, mais également quelqu'un de la famille, donc un père, un frère. Et cela nuit également à l'accès aux services. Et enfin, on avait une étude de Médecins du Monde France qui avait été faite dans 8 pays européens. Et sur les personnes qui déclaraient avoir subi des violences sexuelles, nous avions 25% d'hommes. Alors, où est-ce qu'on en est avec le projet Reach Out? Donc, tout d'abord, rappeler que c'est la continuité d'une approche européenne de Médecins du Monde et qui fait suite au projet WeAct qui avait été mis en œuvre entre septembre 2018 et mars 2020. Alors, quelles sont les leçons apprises du projet WeAct que reprend le projet Reach Out? Ce sont tout d'abord le fait d'intégrer les violences basées sur le genre dans tous les projets. Vous noterez que c'est également une des recommandations du rapport SSR. Preuve en est que c'est véritablement quelque chose sur lequel nous devons insister. Il y a également le fait de s'adapter aux personnes qui ont subi des violences en les plaçant au cœur de chaque étape. Donc ça a été également rappelé tout à l'heure. Donc par exemple, en veillant à quelle est la contraception la plus adéquate pour la personne. Ici, on s'intéressera à savoir qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de la personne. On rappelle que la majorité des personnes que l'on reçoit sont des personnes qui n'entendent pas rester en Belgique. Donc qu'est-ce qu'il est nécessaire de proposer comme service? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour ne pas nuire à la personne et ne pas, par exemple, déclencher des traumas qu'on ne saurait pas accompagner ni gérer par la suite. Donc ça, ce sont des questions très concrètes que l'on avait dans ces projets. Et enfin, on a également la notion de se coordonner entre acteurs et institutions. Donc à ce titre, en Belgique, il y a quand même beaucoup de projets qui travaillent sur les questions de violence basées sur le genre. Et à nouveau, donc, je salue donc, les organisations qui travaillent dans ce domaine. Donc si ça vous intéresse, il y a donc le GAMS, mais également l'Organisation internationale des migrations, Défense des enfants internationale, l'OIM, mais également la Rainbow House et le projet INHERE de l'Université de Gand. Donc, vous voyez qu'il y a une impressionnante palette d'acteurs qui travaillent ensemble sur ces questions-là et qu'il est important de se coordonner. Et enfin, donc, il y a toutes les questions donc, de facilitation de la détection des personnes qui ont subi des violences. Pourquoi? Parce que c'est un chemin à accomplir à deux dans le cadre d'une consultation pour permettre à ces personnes d'avoir accès aux soins. Et donc ça a été également mentionné par la présentation de mes collègues. Alors, où est localisé donc, le projet Reach Out? Donc, il se met en place dans 4 pays et dans des zones bien déterminées de ces pays. Donc, nous avons donc, tout d'abord Charité Bienvenue commence par soi-même en Belgique au niveau de Anvers, mais également en Allemagne avec Munich, aux Pays-Bas avec Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, et désolé pour la prononciation, Nijmegen. Voilà, je me suis excusée. Et en Serbie à
Je suis française, d'où mon accent parfait en néerlandais. Et enfin, donc sur les objectifs de ce projet, qu'est-ce qu'on tente d'atteindre? Donc, on a tout d'abord le fait d'améliorer, bien évidemment, la collaboration entre les différents professionnels. Donc, on l'a bien montré, il y a beaucoup d'institutions, mais il y a également beaucoup d'acteurs à solliciter. Donc, je pense aux professionnels de soins, mais également à la police, aux juristes, aux psychologues. Il y a également le besoin de former de manière générale toute personne qui peut être en contact avec des victimes de violences. Et il y a également donc les notions donc, de sensibilisation, d'information, et pour faciliter l'accès à nos bénéficiaires, parce que comme on l'a présenté dans le rapport SSR tout à l'heure, il y a parfois des problèmes d'information, des problèmes de barrière de la langue et de connaissance même des services. Et enfin, par qui est financé ce projet? Par la direction européenne qui lutte pour les droits, l'égalité et la citoyenneté, donc c'est le projet REC, qui nous permet également d'avoir cette soirée. Et enfin, donc, quelles sont les spécificités des publics de ce projet? Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, donc ce sont majoritairement des personnes sans papier, pour les projets qui se déroulent en Belgique, mais également en Serbie, tandis que pour l'Allemagne et pour les Pays-Bas, ça sera essentiellement des demandeurs d'asile, demandeuses d'asile et des réfugiés. En termes de barrières, donc ça fait également écho aux éléments qui ont été présentés tout à l'heure. Donc il y a la question de connaissance des services, il y a également la peur des représailles, la peur que cela influe sur les questions d'accès et de droit. Qu'est-ce que ça va influer sur le titre de séjour? Comment ça va impacter la destination de la personne? Est-ce qu'il va y avoir des représailles? Comment est-ce que la communauté va réagir si elle apprend que la personne a subi des violences? On rappelle qu'il y a un très très fort lien entre les communautés et donc il y a toujours peur que les choses se savent. Donc le lien et l'importance de rappeler qu'est-ce que la confidentialité, le lien entre patient et survivante est extrêmement important et doit absolument être rappelé. Et donc enfin, quelles sont les activités de ce projet? Alors il se décline majoritairement dans 4 axes principaux. Donc on a tout d'abord le fait de cartographier les services et les acteurs existants de manière à pouvoir produire des protocoles de prise en charge. Il y a également donc des dynamiques de formation, ça c'est au niveau de chaque pays, mais il y a aussi des échanges de pratiques entre les différents acteurs du projet de manière à s'échanger différents éléments. Enfin, il y a tout un travail de terrain avec les personnes bénéficiaires, donc qui peut aller aussi bien d'ateliers à organiser que de consultations individuelles ou de travail d'outreach, comme ça avait été présenté tout à l'heure. Et enfin, il y a tout un travail de plaidoyer et de diffusion de l'information, aussi bien au niveau national, mais aussi européen, puisque comme vous l'avez vu, c'est un projet européen. Et enfin, le dernier volet, c'est tout ce qui touche à la coordination du projet avec la dissémination d'informations sur ce sujet. Et donc, je vais terminer mon intervention avec, si ça fonctionne, une vidéo d'une éducatrice père d'Allemagne qui présentait donc son travail en tant que travailleuse père multiplicatrice des formations. I'm Irene and I am a multiplier. Most women in the accommodation camps want to know about their asylum process, so we give them information about where they can get the first-hand information. Some of them need information about health, so we give them information on where they can, or contacts where they can get health counseling, or even where they can meet doctors, because some of them have a lot of stress because of the refugee situation or circumstances, so they need to see maybe psychologists, so we give them all that information. Then those who need work, we give them contacts on who can help them get work and how they can get it. Then Ausbildung, those who want to do Ausbildung, how do they do it? Where can they go, or how do they find the Ausbildung? Then those who have children still need to get information about their children, how they can support their children, which services are there for the children. So we give them all that information. Then more information is about outdoor activities, because it's not good to be always in the camp. It's very stressing. So we give them information about organizations that are offering outdoor activities, like going out in the gardens, going to the mountains, different sports activities around the area. Yeah.
I know the situation we are in, and I myself have been in that same situation. So I know and I live with the women. So I understand who needs the information and how I can help them. Some of them don't even know how to read and write, so we can sit together and I explain everything so that they understand it and know where they can get the information further. Because if someone has the right hand information, they're able to make the right decisions for their health. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce témoignage de père aidant, c'est assez parlant. On voit l'importance de l'insertion communautaire, des relations, des partenariats. En fait, la partie suivante aurait dû être animée en chair et en os, si je peux dire, comme les autres, par Felipe, mais Felipe est actuellement en Grèce. Et donc, il nous a enregistré une petite vidéo qui va reprendre le contenu de son information. Donc, sur la SSR, au niveau international, on sera un petit peu plus conceptuel après cette présentation très concrète d'un projet Reach Out sur plusieurs pays simultanément. Voilà, donc on peut lancer cette vidéo. Bonjour, je suis Felipe Rojas Lopez. Je travaille pour le département santé Médecins du Monde Belgique, dans le suivi des activités à l'international et en particulier les activités de santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, je voulais vous raconter un peu les aspects de santé sexuelle et reproductive dans les projets de migration sur les terrains internationaux des médecins du monde. Donc au niveau mondial, on a quelques projets avec un volet migrant important, dont en Europe la Croatie, la Bosnie, la Belgique aussi certainement. Et ensuite, en Afrique, on a la Tunisie, le Maroc et le Niger. En termes de magnitude de problème, c'est difficile à dire et on travaille qu'avec des estimations. Dans la zone Union européenne ou la région économique européenne, on peut dire qu'il y a 11% de la population qui est migrant. Et ça représente les 30% de la population migrante au niveau international. C'est pas mineur comme chiffre. L'estimation la plus proche, la plus solide, c'est les PW qui c'est un institut de recherche basé aux États-Unis, qui a estimé en 2019 entre 3,9 et 4,8 millions de migrants non documentés en situation de précarité en Europe. Dans cette estimation, approximativement 50% seraient des femmes. Et les profils et la distribution par rapport au sexe et pays d'origine des migrants et des primo-arrivants en particulier en Europe a été quelque chose d'extrêmement variable qui ne cesse pas de changer. Ça change en dépendant de la route migratoire qu'ils choisissent, ça change en fonction du pays qui fait le premier contact, la réception des migrants, et ça évolue aussi d'année en année. Donc, la santé et les droits sexuels et reproductifs dans des situations humanitaires et logiquement aussi dans les parcours migratoires, il y a des éléments clés à tenir en compte là-dessus, qui c'est d'abord qu'il y a une disruption de la structure sociale. La personne qui migre, soit un homme, soit une femme, elle va être exposée à une réalité sociale différente à laquelle elle était habituée. Les systèmes sociaux ils changent, la façon d'accéder aux services est différente, la façon de se communiquer, il y a des différences culturelles aussi. Et ça, logiquement, il y a une perte du réseau individuel, des contacts, des personnes auxquelles on pouvait faire recours, des amis, la famille, tout l'entourage disparaît fatalement.
Et ils sont exposés au nouveau environnement, comme je vous disais, avec des nouveaux acteurs, des nouvelles formes de communiquer, des différentes langues, des différents codes. Et que ça permet que tout l'entourage, tout ce qui est contextualisé cette personne dans son environnement disparaît ou change à minimum. Mais les besoins ne disparaissent pas, au contraire, ils grandissent, ils gagnent de l'ampleur. On se retrouve avec des problèmes qui gagnent davantage de l'importance, comme le mariage précoce, l'accès aux services. C'est quelque chose d'extrêmement limité. Il y a une violence domestique assez prédominante, il y a l'exploitation, pas seulement sexuelle, mais aussi laborale, des grossesses non désirées qui viennent soit parce qu'on n'a pas accès à la contraception, soit parce qu'il y a des faveurs sexuelles à payer afin de pouvoir accéder à les moyens pour faire les parcours migratoires, soit à l'argent, soit pour les passages même. Il y a les barrières d'accès aux soins qui augmentent et qui se diversifient. Donc, qu'est-ce que les médecins du monde sont en train de faire au niveau terrain? On a adopté des stratégies variables selon les contextes dans lesquels on travaille. On a ces stratégies fixes au niveau de ces structures de santé que nous appuyons, des nouvelles structures de santé que nous appuyons en fonction de la présence des migrants. Il y a aussi des stratégies mobiles où on sort à la recherche au niveau du ghetto, par exemple à Agadez, au niveau des Medibus en Tunisie. On va au camp, on va aux structures urbaines où ils sont logés ou à des centres de rassemblement des migrants, des réfugiés dans ce contexte. Du point de vue plus clinique, on fait la gestion syndromique des CST, on fait la prévention de la transmission mère-enfant de VIH, la planification familiale aussi, y compris la contraception d'urgence, et y compris aussi la distribution gratuite et libre des préservatifs dans certains contextes où culturellement c'est permis. On essaye de le faire au maximum. La consultation anténatale, la consultation postnatale, l'accouchement par personnel formé, bien entendu, tout ça dans une approche sonobée ou bimanque, si on veut. C'est la partie nécessaire, bien technique. On s'occupe de soins des survivants de violences sexuelles, et ça aussi, c'est un peu variable en fonction des contextes et des services qui sont disponibles. Ça peut varier d'une prise en charge nettement clinique et ensuite la référence vers un partenaire qui puisse assurer la prise en charge psychosociale. Ou bien il y a certains points où on peut offrir un package plus complet à l'égard des survivants de violences sexuelles. Depuis l'apparition du Covid, il y a un renforcement des précautions standards, y compris les éléments de protection individuelle, personnelle pour les staffs, mais aussi de la prévention d'infections et de transmission du Covid. Ça inclut aussi l'utilisation des safety box pour les jetages d'aiguilles, l'utilisation des gants, etc. On fait le référencement d'un côté de la communauté envers une structure sanitaire, mais aussi d'une structure sanitaire de soins de santé primaire envers une structure de soins de santé secondaire, mais aussi le référencement envers des partenaires qui puissent prendre en charge des aspects où MDM ne travaille pas et n'a pas d'expertise, notamment des aspects de protection, des aspects d'accès à la protection légale, à la sécurité, etc. Mais surtout, il faut garder en compte que selon les systèmes de travail des médecins du monde, on essaye d'intégrer, dès que la personne s'intègre au système, d'intégrer les migrants au système, dès qu'ils soient pris en charge dans ces structures sanitaires de l'État et pas créer essayer de limiter au maximum au minimum la création des structures parallèles pour assurer la prise en charge.
Une autre chose qu'on fait par rapport à la prise en charge, pas seulement en santé sexuelle et reproductive, mais en santé en général, c'est le développement de certains matériels qui vont venir à l'appui de la prise en charge. Donc, notamment, comme vous voyez une image, en Tunisie, on a développé un manuel de formation sur les droits d'accès à la santé pour les migrants. Et en image, ici, on voit les midibus en Tunisie et en consultation, il me semble aussi en Tunisie. En conclusion, les besoins en santé sexuelle et reproductive et les droits qui vont y avec sont exacerbés d'après la situation dans leur pays d'origine, dans leur situation de transit et dans leur destination. Par conséquent, un accès effectif et opportun et certainement acceptable vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la langue est clé. Et aussi, c'est important d'envisager les services de santé sexuelle et reproductive et en général les services de santé comme une porte d'entrée et des coordinations et référencements avec des autres services comme la protection des droits, la santé mentale, en vue d'une approche holistique et intégrative envers les structures gouvernementales. Avant de vous laisser avec ma collègue, je voulais laisser quelques éléments de réflexion dans vos têtes, des food for thought pour ramener à la maison. Donc les premiers, c'est la féminisation de phénomènes migratoires. Et ça, c'est quelque chose qu'on parle depuis la fin des années 1800, avec Ravenstein et la théorie de la migration, qui déjà proposait la féminisation. Et après, actuellement, on peut beaucoup critiquer Ravenstein et ce qu'il proposait. N'empêche qu'il y a des éléments qui restent encore d'actualité, notamment la féminisation. La variation de rapport de genre aussi, dans le sens que si on envisage par définition les genres sont construction sociale, et des moments qui en changent l'environnement, des moments qui en changent la société, et que ça c'est quelque chose qui se répète à plusieurs reprises pendant les parcours migratoires, les rapports de genre changent. Ça que la femme ou l'homme est censé de faire ou pas faire, la façon de se comporter, ou si elle peut ou pas accéder à certains services, ça change. C'est toute une dynamique qui change autour de l'individu, dans ce cas en particulier de la femme migrante, et que dans la situation qu'on a actuellement, on a des populations migrantes en extrême précarité, c'est adapté à des nouveaux codes. C'est un challenge qui se rajoute. Un autre élément que je voulais laisser pour la réflexion, c'est quelque chose qui commence à apparaître de plus en plus dans la presse, et que c'est un terme qui existe depuis les années de fin des années 80, que c'est les anchor babies, que c'est les bébés ancres, comme si les femmes utilisaient la grossesse ou le fait d'avoir un bébé comme un moyen de pouvoir assurer leur séjour dans les pays de naissance de leur enfant, et que ça réduit extrêmement et ça objectivise extrêmement la situation de santé, tous les défis, tous les challenges, les problématiques et les difficultés qu'une femme peut faire face pendant son parcours migratoire, et une fois déjà établie dans son lieu de destination. C'est un terme, à mon avis, extrêmement réductionniste, mais qui est en train de gagner encore de la force de façon, bien entendu, très péjorative, très négative, surtout au niveau des médias. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Et aussi les liens importants, au-delà des besoins en santé sexuelle et reproductive, pendant les parcours migratoires, les liens importants qu'il y a avec la violence sexuelle et la violence basée sur les genres, particulièrement pour les femmes, mais aussi
Et ne négligeons pas ça sur les hommes. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Je vous souhaite une bonne conférence. Belle soirée à vous. Merci beaucoup, Felipe, de Grèce, donc. Ben voilà, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette soirée. Ben voilà, on avait vraiment envie de vous transmettre les conclusions, le contenu d'abord de ce rapport. C'est évident que la moitié de l'humanité est constituée de femmes et que toutes les femmes, un jour ou l'autre, seront confrontées aux premières règles, à l'absence de règles, à la contraception, à la grossesse, à l'IVG, et que donc ces problématiques sont fondamentales au sein d'une prise en charge globale de la santé comprise, comme on l'a dit, pas seulement comme l'absence de maladie, et dans toutes ses dimensions, et que là, dans ce domaine particulier, comme dans toutes les dimensions de la santé, ben le biais social et les inégalités sont vraiment au premier plan, et évidemment, elles se concentrent sur ces publics dont nous avons l'intérêt, pour lesquels nous portons attention au sein de Médecins du Monde, mais donc, vous voyez, notre paradigme d'intervention, c'est la collaboration, c'est les prendre comme des personnes à part entière, comme des acteurs de leur santé, et de faire un travail ensemble, de co-construire les solutions, et c'est ce qu'on vous a montré au travers des boîtes à outils et des recommandations. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais maintenant passer la parole pour conclure à notre directeur général, Monsieur Genet, notre nouveau directeur général, qui va donc conclure cette soirée qui, j'espère, vous aura intéressé. Voilà, Michel. Merci, docteur Roland. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette conférence. Je suis nouveau directeur de Médecins du Monde depuis le 1er juillet. C'est la première fois que je suis invité à intervenir dans une soirée comme celle-ci. Et je dois dire que j'en suis particulièrement heureux, fier et honoré, parce que je crois qu'on a vraiment été au cœur de ce qui fait Médecins du Monde, de ce qui fait notre mission. Notre mission, c'est vraiment d'assurer le droit à la santé universelle aux populations les plus précarisées, aux titulaires de droits les plus fragilisés. Et je pense que ce qu'on a vu ce soir, en particulier dans la première partie, à travers les 3 présentations, mais en particulier dans la première présentation, c'est vraiment évidemment ce public féminin. On sait que dans toutes les circonstances, ce sera toujours les femmes qui casseront un peu plus que les hommes, et en particulier dans des situations où, on va dire, leur situation sexuelle est compliquée, que ça soit à l'issue d'un viol, que ça soit dans une grossesse non désirée ou dans une grossesse désirée mais mal encadrée, mal entourée. Et donc c'est vrai que notre mission, elle se décline de 3 manières. Et la première, c'est évidemment le soin. Et à travers les différentes opérations qui vous ont été présentées aujourd'hui, et Michel Roland a bien fait de souligner le fait que notre approche de soins, elle se veut tournée vers l'empowerment, vraiment vers la co-construction au maximum avec les patients de leur santé. Elle se veut aussi partenariale et elle se veut la plus globale possible. J'espère que ça a pu ressortir de cette présentation parce que c'est vraiment ça qui est au cœur de notre approche, au cœur du paradigme de la santé que nous voulons mettre en place. Mais nous avons à côté des soins en tant que tels, nous avons aussi 2 autres missions qui sont tout aussi importantes et le rapport de ce soir, tout comme le projet que Muriel vous a présenté, contribue à ça. C'est celle du plaidoyer. Et là aussi, c'est un très très bel exemple, puisqu'en général, nous, à Médecins du Monde, le plaidoyer, on essaie de le construire à partir du terrain. Et c'est donc bien les travailleurs du terrain qui sont venus trouver notre département santé, Louisa, Victoria, pour dire, nous, on a envie de prendre un peu de recul et d'essayer de mieux comprendre le sens, si je puis dire, de notre activité, pour après essayer d'induire du changement. Et donc, c'est comme ça que s'est construit ce rapport, et qui contribue effectivement, et cette soirée aussi, puisque quelque part, c'est faire du plaidoyer auprès de vous, les partenaires, les éventuels acteurs politiques qui êtes derrière votre écran. Et troisièmement, c'est d'accompagner le changement social. Et notre idée, c'est évidemment que les constats qui ont été faits, notamment au travers des toolbox qui vous ont été présentés, permettent de faire du changement avec, comme Felipe le disait d'ailleurs très très bien, notre objectif qui reste que le droit commun en matière d'accès à la santé s'applique à l'entièreté de la population, même à la population la plus précarisée, celle avec laquelle on travaille, que ça soit les migrants, que ça soit les femmes dans des milieux précarisés et autres. Et donc voilà, c'est un bel exemple, je pense, de l'activité de Médecins du Monde. Il est évident qu'avec tous ces constats qui ont été faits, on va essayer de les porter. D'abord, de les partager avec les partenaires, c'était une première étape ce soir, et puis d'aller trouver
les acteurs politiques et autres pour essayer de faire en sorte que le système de santé corresponde au mieux aux attentes de ce public le plus défavorisé, puisque quelque part, notre activité, c'est vraiment une activité de lutte contre les droits pour les droits humains, de lutte contre l'exclusion sociale à travers le droit à la santé, et c'est vraiment ce qui fait le cœur de Médecins du Monde. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette soirée. Ça n'a pas été simple techniquement, mais merci quand même aux acteurs techniques. Je sais qu'ils avaient essayé avant, que tout devait marcher, puis évidemment c'est toujours dans ces cas-là que ça ne marche pas. Merci aux auteurs du rapport et à tous ceux qui ont contribué à ce qu'il voit le jour, et aux collaborateurs du département santé qui mènent toutes ces activités. Et merci à vous d'avoir assisté à cette soirée. Le rapport est disponible sur le site internet. Nous sommes évidemment à votre disposition pour toute autre question à travers notre site internet, les contacts avec les différentes personnes. Et on aura encore sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet, puisque le santé sexuelle et reproductive est vraiment au cœur de l'activité de Médecins du Monde, avec la migration, avec la réduction des risques, et avec évidemment les situations d'urgence, et Dieu sait si on a pas mal pour le moment. Et donc ces 4 expertises-là, on va évidemment continuer à les porter, à les développer et à mener du plaidoyer autour d'elles pour accompagner un vrai changement social auquel, j'imagine, on aspire tous. Merci beaucoup et bonne soirée, je pense qu'on peut en rester là. Merci beaucoup.